Donc, je suis Jacques Rivet, donc je m'occupe de l'association Entre Deux avec Marie Lorvial, que je co-dirige avec elle depuis les années 90. Et Entre Deux, en deux mots, c'est une association qui défend euh, l'art dans l'espace public, comme on dit communément. Nous, on préfère dire l'art mis en public, euh, parce que c'est plus précis comme ça. Donc depuis 96, exactement. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je remercie l'organisation et puis le comité de sélection d'avoir retenu ma candidature parce que c'est vraiment un sujet, les partitions, script, qui nous préoccupe à Entre Deux depuis un peu plus de 10 ans, 2008 avec Entre Deux. Personnellement, depuis un peu plus longtemps encore, mais je ne vais pas y revenir. Euh, je voudrais juste faire un retour sur le titre que j'ai donné à cette communication. J'avais mis faire l'œuvre par le public, un art de la relation, voire de la confrontation aux autres. Bon, il est évident que c'est pas, les partitions n'ont pas le monopole en la matière. Disons que c'est plutôt au travers des partitions, ce qui touche à la fois aux à une œuvre qui suscite, qui développe des interférences entre les spectateurs et augmente éventuellement leur puissance d'agir. Ce sont des choses qui m'intéressent et qui sont aussi présentes dans les partitions, mais ça aurait été un peu long comme titre. Donc voilà. Là, je vais d'abord aborder rapidement la théorie du spectateur, donner l'intérêt des partitions pour moi, parler de la diffusion, comment finalement on y donne accès, et parler d'un projet qui va se déployer, j'espère, en tout cas, dont le titre est controverse. Voilà. Oui. Ah, si. Donc la théorie du spectateur, c'est pareil, ça va être assez rapide parce que ça peut être très très long cette histoire-là. C'est vraiment une théorie qui dit qu'il n'y a pas de spectateur avant le XVIIIe siècle. Avant, c'est un public de prêche, un public de cours. Donc il y a du public évidemment, mais il n'y a pas de spectateur. Le spectateur naît avec le regard horizontal induit par l'art d'exposition. Puis se transforme, il devient regardeur, il devient spectateur, etc. Voilà, c'est vraiment avec cette théorie, je pense, qui s'est vraiment développée à partir des années zéro de ce siècle, qui existe avant, mais voilà, qui s'est vraiment développée à cette occasion-là, qu'il y a vraiment eu un accent sur cette question du spectateur et son histoire. Donc ça peut remonter à Roger de Pile et l'abbé de Beauce, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est un philosophe qui nous suit depuis 2003 Entre Deux, qui s'appelle Christian Huby, qui a vraiment développé ça. Bon, Jacques Rancière a développé Spectateur émancipé, ensuite, qui a eu un retentissement bien plus important parce qu'il a une aura dans le monde de l'art bien plus forte que Christian Huby, mais je pense que le meilleur spécialiste de cette question, c'est Christian Huby, qui disait que depuis les années zéro, ça s'est énormément développé, cette question-là. J'avais regardé rapidement, il y a 700 thèses en cours ou soutenues quand on tape théorie et spectateur dans le moteur, enfin sur thèse.fr. Bon, quand on réduit à théorie du spectateur, on en a beaucoup moins, mais bon, en tout cas, ça s'est vraiment développé, c'est sûr. À partir de cette théorie, il y a on peut extraire une définition de l'art contemporain, et moi je pense que c'est une notion, on dit tout et n'importe quoi sur l'art contemporain. On peut ne pas être d'accord évidemment à ce que je vais dire, mais en tout cas c'est pas mal de se positionner sur cette question, de se confronter à cette question de la définition. Et donc cet auteur le fait. Donc il le fait de manière assez étendue dans le livre qui est là, qui est sorti en 2007, qui s'appelle Devenir contemporain, la couleur du temps au prisme de l'art. J'en ai fait un petit résumé, citation que je vais vous lire. Il dit sur l'art contemporain, donc Christian Huby écrit en substance en 2007 dans son livre Devenir contemporain, qu'il y a d'abord un critère de différence entre présent et contemporain.
On peut être seulement présent à son présent, et là on le consomme, ou en être contemporain, c'est-à-dire le redessiner, ce qui n'est ni le même regard, ni le même comportement. Alors pour être présent à son présent, il cite un film de... je n'ai pas noté. Bon, je vais passer. L'enfant voilà, ça y est, ça me revient. Il cite l'enfant des frères Dardenne, et notamment le personnage de Bruno dans ce film, ceux qui n'ont pas vu ou ceux qui l'ont vu depuis longtemps, je leur recommande de regarder à nouveau. Consommer le présent, c'est vraiment incroyable comme il le fait dans ce film, et évidemment, pas du tout contemporain à son présent. Après, voilà, il y a toujours cette idée à entre-deux de vraiment ne pas être que dans le monde de l'art. Et je suis tombé sur ce livre de Michel Vivorca, Face au mal, le conflit sans la violence. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup. Donc s'il y a une idée à laquelle je tiens, c'est bien celle-ci. L'image d'une société sans division est irréaliste. Ce que nous devons apprendre, c'est à faire face à ce qui nous oppose et nous sépare, sans pour autant basculer dans l'usage de la force et de la violence. Voilà, donc maintenant je vais parler des intérêts un petit peu des partitions ou descriptions textuelles d'œuvres d'art, qui est vraiment l'objet de ce colloque. La première, pour moi, elle est un peu évidente, mais je pense qu'il y a des évidences qui sont toujours bonnes à répéter. C'est quand même une rupture avec la façon classique de lire. Donc le premier intérêt, vous l'avez vu, donc là on a vraiment une scène de quelqu'un qui classiquement quand on lit, on s'isole des autres, et voilà, effectivement ça peut poser problème dans certaines circonstances. Le deuxième, c'est, encore une fois, aux yeux d'entre-deux ou au mien, c'est contribuer à ce qu'un public, un lieu public, que ce soit une place, un jardin, une esplanade, une rue, soit vraiment public. C'est-à-dire que de l'espace public, toujours potentiel, puisse s'appuyer dessus pour se développer. Alors j'ai choisi quelques partitions que je vais vous lire pour appuyer ce raisonnement et enfin, montrer quelles sont les partitions justement qui m'intéressent particulièrement dans le cadre de cette communication. Donc une première est assez historique, hein, elle date de 68, de Graciela Carnevale, qui est une action d'enfermé à Rosario, donc un peu au-dessus de Buenos Aires, en Argentine. Donc, l'œuvre consiste à préparer une pièce totalement vide, avec des murs vides également. L'un des murs en verre devrait être recouvert afin d'obtenir un espace suffisamment neutre pour que l'œuvre puisse se dérouler. Dans cette pièce, le public participant, qui s'est réuni par hasard pour l'ouverture, a été enfermé. J'ai fait des prisonniers. Il s'agit de permettre aux gens d'entrer et de les empêcher de sortir. Il n'y a pas de possibilité de s'échapper. En fait, les spectateurs n'ont pas le choix. Ils sont obligés de participer. Leur réaction, positive ou négative, est déjà une forme de participation. Ce qui va se passer est aussi imprévisible pour le spectateur que pour moi. Mais c'est exprès. Le spectateur tolérera-t-il passivement la situation? Un événement inattendu, une aide extérieure, le sauvera-t-il de l'enfermement? Ou va-t-il briser la vitrine? Donc, en 68 à Rosario, là, on est au moment où je suppose, là, les spectateurs à l'intérieur ont été enfermés. Et, comme vous pouvez voir, c'était le troisième choix qui a été fait, de casser la vitrine pour sortir de là. Donc le second choix, c'est une partition d'Hector et Dupuis qui s'appelle « Faire remonter les tumultes », qu'on a pu relayer sur le site de Je peux le faire, hein, d'entre-deux. Donc Je peux le faire, qui est un projet qui comme son nom l'indique, était là pour encourager la puissance d'agir, donc le fait de prendre confiance en soi et oser faire des choses que a priori, on n'est pas sûr de pouvoir les faire. Mais évidemment, ça joue aussi sur d'autres points. Et faire remonter les tumultes rentre un petit peu dans le cadre de cette communication. Là, on est sur une banque assez connue.
et donc une jeune femme encadre une partie qui est effacée. Et la révèle au fur et à mesure. Hein, la performance, c'est repasser à la craie une inscription effacée dans l'espace public pour la révéler, avec ou sans public pour la performance, une craie blanche ordinaire, préférer une inscription à résonance politique ou sociale, ce qui est quand même assez le cas là. Donc effacer volontairement ou non, entièrement ou partiellement. Le lieu sur un mur, une palissade au sol, donc là on est plutôt sur un mur, même si c'est plutôt une cloison. Et la révéler entièrement ou partiellement. Donc là, le choix a été fait de la révéler entièrement. La troisième partition, c'est une partition de Dora Garcia, The Messenger, qui a été interprétée à Bruxelles en 2002 pour la première fois et qui est aussi sur le site de Je peux le faire. Alors le script, c'est un messager, ou une messagère évidemment, doit délivrer un message d'une importance vitale. Mais d'abord, il ou elle doit trouver la seule personne capable de comprendre le message. Le script développé, c'est une personne l'interprète, mémorise un message dans une langue qu'elle ne peut pas comprendre ni identifier. Ça, c'est très important. Ni comprendre, ni identifier. On ne sait pas quelle langue c'est. L'interprète sait seulement que cette langue est parlée par une certaine communauté dans le lieu où la performance se déroule. La performance consistera à identifier la langue et trouver quelqu'un qui puisse dire au messager ce que signifie le message. Alors seulement la performance est terminée. Ce qui compte, ce n'est pas la signification du message. Il n'est donc pas permis de chercher sur Internet, mais seulement sur le terrain. Mais la recherche de la personne qui peut dire au messager le sens de ce qu'il dit, voilà, c'est ça le plus important. C'est la recherche de la personne qui peut dire au messager le sens de ce qu'il dit. La principale qualité que nous recherchons chez un interprète est donc la capacité à raconter correctement et de manière intéressante cette recherche de sens. Cette narration nous apprendra, avec toutes les caractéristiques sociales, humaines, historiques, du lieu où se déroule la performance, les personnes qui y habitent et les relations qu'elles établissent entre elles. Cette narration est mise en ligne sur la partie The Messenger du site de Dora Garcia, avec les images prises par l'interprète lors de la recherche, une sorte de journal. Voilà. Et donc, si on va sur le lien qui est donné sur le site de Je peux le faire, ou directement sur le site de Dora Garcia, on trouve plusieurs interprétations de cette performance. Voilà, j'ai donné 3 exemples. Il y en a une qui a été faite à Copenhague en 2008, à Nice en 2010, et également à Nice en 2010. Donc quand on clique sur les... à Toulouse, pardon, en 2010 également. Quand on clique sur les messages, on a vraiment le journal qui apparaît avec toute la narration associée. Voilà, et la troisième performance qui m'intéresse, même si, bon, c'est une performance de Jean-Baptiste Parcasse, ici présent, qui s'appelle Le Ralentisseur, qui a eu plusieurs versions, alors je ne sais pas combien, mais je pense que je saurai vite. Une des versions dont j'ai envie de parler, c'est celle qui s'est déroulée dans un restaurant, où il s'agissait donc de proposer aux serveurs de servir normalement, mais en trouvant des stratégies pour aller beaucoup plus lentement que d'habitude. Il s'agissait de quelqu'un qui donnait à boire. Oui, mais je préfère celle-là. Et donc, évidemment, comme le service était beaucoup plus lent que d'habitude, des files d'attente se sont formées, les gens n'étaient pas contents, plusieurs personnes se sont mis à râler, et à la grande satisfaction de l'artiste qui était présent, je crois, ce jour-là, qui considère que plus les gens râlent, moins les gens sont contents, plus l'œuvre est réussie. Et la dernière œuvre dont je veux vous parler, j'avais dit 4, je crois que j'avais oublié la 5e, c'est une œuvre qui a été proposée dans le cadre de la Toolbox en 2008, qui est une œuvre de Mathieu Lorette, qui s'appelle Let's Make Lots of Money, donc vous pouvez la lire, mais je vais vous la lire également.
Choisissez un papier blanc ou un mur, la taille importe peu. Choisissez un marqueur noir pour le papier, une bombe de peinture noire ou un lettrage vinyle, la taille importe peu. Écrivez Let's make lots of money. Regardez ce que vous avez écrit et pensez-y aussi longtemps et aussi souvent que vous voulez. Bon, c'est les traductions personnelles, hein, c'est aussi bien pour Dora Garcia que pour ça, c'est sous réserve. Et ce qui est intéressant, c'est une étudiante qui a fait une interprétation, un étudiant de l'École des Beaux-Arts de Nantes, en le mettant sur un bâtiment squatté près de la faille de Nantes, où elle a fait écrire cette phrase sur le bâtiment. Voilà, c'est plus du tout un bâtiment squatté maintenant. Je ne sais pas si ça a fait beaucoup d'argent, mais voilà. Donc voilà, à chaque fois, ce sont des partitions qui peuvent générer des frictions de différentes manières, ou au moins développent des relations qui ne sont pas forcément spontanées. Je pense particulièrement au Messenger de Dora Garcia. Donc après, toutes ces œuvres qui génèrent des frictions, qui génèrent des différends et qui renvoient à la définition de l'art contemporain qui m'intéresse, que j'ai nommé en premier, il faut les diffuser. Et ce n'est pas une mince affaire. Alors en 2008, ce qu'on a fait avec Toolbox, c'était dans un lieu physique, une galerie d'art à Entre-deux. On a effectivement fait ce projet où on entrait, on voyait des boîtes et des documents. Là, c'est l'autre côté de l'entrée. Ce que les gens voyaient en premier en arrivant, avec cette pile de documents qui expliquait le projet, où il y avait la lettre envoyée aux artistes qu'on les a sollicités. Il y avait quand même 80 projets avec une cinquantaine d'artistes et de collectifs d'artistes. Et donc, les spectateurs étaient invités à prendre les documents et à réaliser les œuvres décrites sur les papiers. Voilà, donc ça c'était en 2008. Après, quand on regarde un petit peu la pratique culturelle des Français, il y a des documents qu'on peut trouver sur le site du ministère, on voit que c'est 30% des Français qui vont une fois par an, au moins une fois par an quand même, dans un musée et une galerie. Ça veut dire quand même qu'il y a 70% des gens qui ne vont jamais dans un musée et une galerie. Donc diffuser des partitions en se disant c'est un des moyens de s'exercer à la confrontation des uns avec les autres, voilà, c'est un peu naïf de penser qu'on va vraiment y arriver simplement avec ça. On arrive au temps malheureusement presque maximal. Ah, bon, je me dépêche. La seconde solution, c'est par un site internet. Hein, je peux le faire, c'est développé comme ça. Hein, on arrive à ça, on a les partitions, on a les protocoles. On peut avoir accès aux interprétations. Voilà, on a vraiment un ensemble. Mais encore une fois, l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, il y a près de 2 milliards de sites internet. Il y en a, paraît-il, que 200 millions qui sont actifs aujourd'hui. Mais encore une fois, même si effectivement l'accès est évident, imaginez qu'on va donner accès à des partitions assez largement simplement sur un site internet, c'est aussi un peu naïf, même si c'est bien de le faire. Voilà, donc la dernière solution, c'est peut-être une machine à distribuer des partitions, qui n'existe pas encore, mais qui serait pas mal de développer. Ce qui existe, en tout cas ce qui a été fait de manière expérimentale, c'était une machine à distribuer des histoires. Donc lecture classique, dont on a vu les inconvénients tout à l'heure dans certains cas, mais en tout cas, machine à distribuer quand même, qui est pas, voilà, qui a une esthétique qui est tout à fait critiquable aussi. Mais voilà, on appuie sur un bouton en fonction du temps qu'on a, ça sort et on a une histoire qu'on peut lire. Et voilà, ça prend la forme, une forme papier. Je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions, mais je crois que la forme papier est intéressante. Et là, l'ensemble de ça, je termine avec ça, c'est l'idée de développer un projet qui pourrait s'appeler Controverse,
parce qu'il faut pouvoir aller jusque-là, sur un territoire donné, et de tenter de convaincre des élus de confier une partie du territoire sur lequel il n'est plus aucune... Enfin, que le conseil municipal accepte sur une portion d'un territoire de ne pas décider, de ne pas prendre les décisions avec une préparation peut-être en amont, et de développer pour une fois avec des architectes, mais aussi avec des artistes, même peut-être surtout avec des artistes, de voir comment on peut développer un espace public au sens philosophique, c'est-à-dire un espace de délibération, et faire en sorte que les personnes puissent exercer, soit dans le champ culturel du territoire en question, soit évidemment à l'extérieur, à se confronter les uns aux autres, sans violence, pour revenir à l'extrait de Michel Vivorca, et de pouvoir prendre les décisions prises ordinairement par les représentants. Voilà. Donc ça, c'est un projet en cours. Je ne peux pas en parler beaucoup plus, et de toute façon, le temps est terminé. Donc je vous remercie.